Monsieur le commissaire Chergui, bonjour. Bonjour. Il y a 10 ans, vous aviez dit 2020 sera l'année où l'on fera taire les armes et malheureusement les conflits continuent. L'objectif n'est pas atteint. Effectivement, on serait tenté d'être d'accord avec vous. Et il faut d'abord dire que faire taire les armes est un appel pour la mobilisation de tous. Il est vrai que, loin d'être modeste, beaucoup a été réalisé dans le continent, mais aujourd'hui nous faisons face à de nouvelles menaces. Heureusement que les guerres entre États sont derrière nous. Maintenant, c'est des guerres asymétriques. Nous avons affaire surtout à ce phénomène du terrorisme qui malheureusement s'élargit, améliore ses techniques. Et il faut le dire, les terroristes sont en avance sur les États membres parce qu'ils ont globalisé leurs moyens et leur modus operandi. Donc, durant ce sommet, il s'agira donc que nos chefs d'État décident de réellement s'attaquer à toutes les causes, d'abord de ces conflits, s'interroger sur le pourquoi de l'extension de certains conflits. Est-ce que réellement nous avons promu cette gouvernance politique et économique qui puisse nous permettre d'éviter de nouvelles crises ou l'aggravation de certaines. Donc, après ce sommet, nous allons avoir 2 réunions régionales. Une en Guinée équatoriale et une autre au Kenya. L'offre du Kenya, c'est d'abriter une réunion pour permettre aux responsables de la sécurité et de l'armée aussi de nous donner leurs perspectives. À ce moment-là, nous irons à un sommet extraordinaire en mai prochain en Afrique du Sud pour réellement, à ce moment-là, disséquer et zoomer sur chaque région et voir comment nous pouvons avancer sur la question d'abord de la prévention, qui est essentielle. Ensuite, comment nous pouvons renforcer les capacités de nos États membres. Troisièmement, le lien entre paix et sécurité et développement, les questions de gouvernance surtout politique. Donc c'est là, je crois, l'appel qui a été fait ce matin par notre président. Il l'avait déjà fait il y a quelques semaines. La question de solidarité est aujourd'hui un maître mot en la matière. Alors vous lancez un appel à la mobilisation des États africains, à la solidarité, comme a dit Moussa Faki Mahamat. Ça veut dire que les États actuels ne sont pas assez solidaires avec les pays du G5 Sahel, par exemple, qui sont confrontés à la menace djihadiste que l'on connaît. Ça veut dire qu'à part le Rwanda, qui a donné $1 million à ces pays, eh bien les États ne sont pas assez généreux? Il me semble qu'il y a beaucoup d'actes de soutien et de solidarité entre pays africains. Beaucoup ne le disent pas. Je peux vous citer l'exemple de l'Algérie qui a contribué pour plus de $100 millions en équipement, en formation, mais dans sa tradition, il n'annonce pas. Vous pouvez aussi trouver des pays comme le Nigeria qui actuellement soutient la force multinationale mixte dans son ensemble. C'est lui qui paye pour le Niger, pour le Tchad, dans leur engagement contre Boko Haram. Ici, en Afrique de l'Est, vous voyez aussi les sacrifices que font les pays engagés dans la MISOM. Au moment où je vous parle, l'Éthiopie a plus de 22 000 hommes qui ne sont pas payés par la MISOM, qui sont pris sur son propre budget. La même chose pour l'Ouganda, la même chose pour le Kenya. Donc c'est des gestes quand même de solidarité assez explicites, assez importants. Donc ce qu'il faut actuellement, c'est voir comment nous pouvons faire mieux. Et je pense que la CEDEAO nous avait donné la piste quand ils ont tenu leur sommet à Ouagadougou en septembre dernier. Donc ils ont décidé de mettre sur la table $1 milliard pour soutenir les forces de défense et de sécurité de ces pays. Je pense que c'est pas que l'Afrique manque de moyens. Il s'agit seulement de s'organiser différemment. Et je crois que le soutien peut être multiforme. Il y a aussi nécessité d'utiliser tous les moyens à notre disposition. Nous avons le G5 Sahel, nous avons nos partenaires comme Berkane, mais nous avons aussi le processus de Nouakchott qui permettait aux 11 pays sahéliens d'échanger les informations sécuritaires, de coopérer entre eux, parce que la situation, si on reste au Sahel, s'aggrave, elle s'étend. C'est une lutte existentielle aujourd'hui pour notre continent. Mais malheureusement, nous voyons aussi que cette menace s'étend même à l'Afrique australe, puisqu'aujourd'hui le Mozambique et la Tanzanie vivent aussi ces mêmes défis. Donc c'est le sens, je pense, qu'il faut donner à la solidarité. Qu'il y ait une coordination totale avec nos partenaires, dont nous apprécions leur concours, pour arrêter la radicalisation et pour promouvoir le développement du continent et partant de sa stabilité. Et ce sera l'enjeu du sommet extraordinaire du mois de mai prochain en Afrique du Sud. Ce sera l'enjeu parce que nous ferons une radioscopie de tous les conflits, région par région. Et nous sortirons avec des recommandations précises, tournées vers l'action, vers des réponses immédiates à un défi immédiat. Il y a 9 ans éclatait l'insurrection contre le colonel Kadhafi. Voilà 9 ans que l'Afrique est spectatrice. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, l'Afrique devient un acteur pour une solution en Libye ?
Aujourd'hui, je pense que après la conférence de Berlin, j'ai un rôle qui est reconnu à l'Union africaine, c'était d'organiser cette conférence de réconciliation entre les Libyens. Entre-temps, nous allons travailler avec les Nations Unies et dès que le cessez-le-feu est consacré officiellement entre les deux parties, nous nous proposons également d'être partie prenante à l'effort de surveillance de ce cessez-le-feu sur le terrain. Donc nous y travaillons actuellement. Je participerai à la réunion ministérielle du 16 prochain à Munich, donc de suivi de la réunion de Berlin. Donc on vient d'avoir un sommet du comité de haut niveau à Brazzaville, avec des décisions claires. Nous allons ici même, lors du Conseil de paix et sécurité, essayer de dynamiser cette structure au plus haut niveau. Comment la rendre plus proactive? Nous avons des idées. Et ensuite, nous avons eu à Alger une réunion des pays voisins le 23 janvier. Toutes ces initiatives sont les bienvenues. Et ce qu'on remarque, c'est que votre pays, l'Algérie, est de plus en plus proactif dans ce dossier, puisque le président Tebboune a annoncé une prochaine réunion de réconciliation nationale entre Libyens sur la terre algérienne. Est-ce à dire que l'Algérie, aujourd'hui, s'implique beaucoup plus dans ce conflit? Je serais peut-être mal placé de parler au nom de l'Algérie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces offres sont les bienvenues. Le fait que le président Abdelmadjid Tebboune ait déclaré dès son élection qu'il donnerait une priorité absolue à la situation au Sahel et en Libye, en tous les cas, nous encourage. Et le fait que l'Algérie soit un pays voisin, qu'elle bénéficie de la confiance de toutes les parties. Hier, le ministre des Affaires étrangères était parti voir le maréchal Haftar. Donc, je crois que ces contacts ne pourront que consolider l'effort que nous faisons pour arriver à réconcilier les Libyens, pour qu'il y ait d'abord un cessez-le-feu réel, que l'embargo soit respecté dans la question libyenne. Lors du conseil exécutif de ce jeudi, le président Moussa Faki s'est inquiété du climat très lourd qui s'instaure dans certains pays à cause des contestations pré-électorales et post-électorales. Est-ce que vous pensez notamment à la Guinée où les gens doivent voter le 1er mars prochain ? Oui, effectivement, on ne peut pas ne pas penser à la Guinée. Mais aussi, on pense à des pays qui ont fait dernièrement des élections, mais auxquelles l'opposition n'a pas pris part du tout, comme les Comores. Donc, il y a un certain nombre d'élections qui vont venir. Et donc, il est important que l'on puisse agir en amont dans la préparation de ces élections pour que toutes les parties soient incluses ou incorporées à ce processus préparatoire et qu'on cesse de mettre des a priori avant même que l'élection n'interviennent. Donc c'est devenu un sport africain. Chaque fois qu'il y a une élection, on commence d'abord par douter du processus électoral. Mais en Guinée, par exemple, l'opposition ne veut pas aller aux législatives du 1er mars parce qu'elles sont couplées à un référendum constitutionnel dont elle ne veut pas, à quelques mois de la présidentielle. Alors comment rétablir le dialogue entre le pouvoir et l'opposition ? Nous avons des contacts. Nous parlons à tout le monde, au même titre que les Nations Unies, que la CEDEAO. Et je pense qu'au final, j'espère qu'on trouvera une solution et qu'on évitera à la Guinée vraiment une épreuve supplémentaire. Un changement de constitution 7 mois avant la présidentielle, qu'est-ce que vous en pensez concernant justement la Guinée ? Vous savez, moi je ne peux pas parler pour les Guinéens. Vous avez entendu comme moi l'opposition qui s'interroge sur le timing. Je pense qu'en définitive, c'est au peuple guinéen de s'exprimer librement sur cette proposition et puis nous aviserons. Smaïl Chergui, merci.